L'avenir de la diplomatie, ça passe, ça ne vous surprendra pas, par le numérique, par de nouvelles applications, par de nouvelles manières de diffuser nos messages. Et là encore, on a une grande partie des équipes numériques du ministère qui sont à Nantes. Et puis, ça passe aussi par la formation des diplomates, des ambassadeurs, des consuls, etc. Il y a une grande partie de la formation des consuls et des diplomates qui se fait également à Nantes. Donc, une grande partie de notre avenir à nous, ministère des Affaires étrangères, s'écrit ici, et c'est pourquoi c'était important de célébrer ce 60e anniversaire. Et puis dans la foulée, on lance aujourd'hui une semaine qui vous intéressera, étant donné les spécialités que vous avez choisies, qui s'appelle Nantes Diplomatique. Vous en avez entendu parler? Non? C'est rassurant. Qui permettra à toutes celles et ceux qui le souhaitent, nantaises, nantais ou venus d'ailleurs, de découvrir les métiers et l'histoire de la diplomatie, de l'activité consulaire. Avec 5 expositions, 25 séquences ouvertes à toutes et tous. Et c'est donc ce soir, avec des élus du territoire, qu'on lancera ce moment important qui permet la rencontre entre celles et ceux qui s'intéressent aux affaires étrangères, à l'action de la France à l'international, et puis les agents du ministère eux-mêmes, qui méritent d'être connus et d'être découverts. Et je voulais donc profiter de cette visite à Nantes pour échanger avec vous, qui êtes donc lycéens, en première et en terminale, si mes informations sont bonnes. Qui est en première? Les courageux. Et en terminale? Très bien. Intéressés aux questions d'histoire, de géographie, aux questions internationales, dans un moment où peut-être que jamais ce qui se passe au-delà de nos frontières n'a eu ou va avoir autant d'impact sur nos vies quotidiennes. Et la diplomatie, l'action internationale, ça n'appartient pas qu'aux diplomates du Quai d'Orsay, ça appartient à tous les Français. Et c'est pourquoi je voulais avoir cet échange libre avec vous, qui est le premier d'une série d'échanges que j'aurai dans les mois qui viennent, un peu partout en France, avec des lycéens, avec des étudiants, avec des chefs d'entreprise, avec des élus, qui sont en réalité à l'origine de la politique que nous voulons mener à l'international, parce que les affaires étrangères, c'est l'affaire de tous. Alors vous le savez, mais je commencerai par quelques éléments qui démontrent que ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières a beaucoup d'impact sur la vie que nous vivons au quotidien. Qu'on habite en ville, qu'on habite à la campagne, qu'on habite à l'étranger d'ailleurs. Quand on songe aux préoccupations des Françaises et des Français aujourd'hui, on peut les lister rapidement en commençant par l'emploi. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est un emploi sur 10 qui est fourni par une entreprise étrangère. Et de tout ce qui est fabriqué sur notre pays, des biens et des services qui sont conçus, qui sont produits en France, un tiers sont vendus à l'international. Ce qui signifie que notre activité économique, les emplois que nous occupons en France, dépendent très largement de nos relations avec les pays dans lesquels nous vendons et les pays desquels viennent des entreprises qui s'installent en France. Et c'est pourquoi, notamment, mon ministère dispose d'une direction de la diplomatie économique, dont c'est le métier au quotidien, que d'accompagner des entreprises françaises qui, depuis Nantes, voudraient exporter dans d'autres pays, ou qui, dans d'autres pays, songeraient à créer une implantation à Nantes. Et vous le voyez, 2 millions d'emplois dans notre pays qui viennent d'entreprises étrangères, ça signifie que ce qui se joue à l'extérieur a un impact important. Que l'on pense ensuite au changement climatique. Bon, 99% des gaz à effet de serre qui sont émis sur la planète sont émis à l'extérieur de nos frontières. La France émet 1% des gaz à effet de serre qui aujourd'hui posent un problème majeur, chacun en a conscience, qui commence à se manifester de manière dramatique et très fréquente dans notre vie quotidienne. Donc là encore, on peut faire des efforts à notre niveau, et tout le monde en fait, du niveau local jusqu'au niveau national. Mais si nous voulons produire des effets concrets, et si nous voulons vraiment que les émissions de gaz à effet de serre baissent au niveau de la planète, parce que les particules de gaz à effet de serre ne s'arrêtent pas aux frontières administratives, chacun en a bien conscience, et il nous faut entraîner les autres pays avec nous. Et là encore, la diplomatie joue un rôle important. Cette année, on va célébrer un autre anniversaire, après celui du 60e de l'implantation du ministère à Nantes,
c'est celui des 10 ans de l'accord de Paris. L'accord de Paris qui a été signé en 2015 au Bourget, tout près de Paris, et qui a conduit un grand nombre de pays dans le monde, un très grand nombre de pays dans le monde, à s'engager de manière contraignante sur une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre. Alors est-ce que la trajectoire est tenue? Peut-être pas aussi rigoureusement qu'on le souhaiterait, mais sans cet accord qui a été signé il y a 10 ans et qui est le fruit du travail de nos diplomates, eh bien, on aurait aujourd'hui une situation sans doute encore plus dramatique que celle que nous connaissons, avec des conséquences très concrètes. Moi, j'habite dans les Yvelines, tout près de Paris. Les inondations du mois d'octobre ont été dévastatrices. Et à 2 reprises, ont dévasté des exploitations agricoles, ont chassé les gens de chez eux, et ont soulevé des questions nouvelles auxquelles on n'avait jamais pensé jusqu'à présent, tant la violence de ces inondations et de la sortie des rivières de leur lit a été impressionnante. J'en viens maintenant aux questions de santé. Bon, en matière de santé, on est quand même bien lotis. On a en France une espérance de vie qui est parmi les plus longues du monde. On est numéro 5, je crois, en espérance de vie, avec 83 ans et quelques, ou 84 ans d'espérance de vie à la naissance en France. C'est beaucoup. C'est 4 ans de plus qu'aux États-Unis. C'est 10 ans de plus qu'en Russie. Donc là, on pourrait se dire, bah, finalement, tout ça se gère parfaitement bien au niveau national. Sauf que ça serait oublier la pandémie de Covid-19 que nous avons vécue, et qui est arrivée, et qui a commencé, qui n'a pas commencé en France, qui a commencé bien loin de nos frontières, et qui pourtant nous a atteints, parce que les virus, c'est comme les particules de gaz à effet de serre, ça ne s'arrête pas aux frontières administratives de nos pays. Alors là, qu'est-ce que peut faire la diplomatie? Que peuvent faire les diplomates? Que font les diplomates aujourd'hui pour éviter que cela ne se reproduise? Eh bien, on a été actifs dans la création et l'animation d'organisations internationales, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, qui, elle, va se saisir de cette dimension internationale des problèmes pandémiques ou des problèmes épidémiques. Et on a inauguré il y a quelques semaines le nouveau centre de formation et d'expérimentation de l'OMS à Lyon, où vous avez tout un étage au sous-sol qui vous permet de reconstituer des situations de crise pandémique pour apprendre aux soignants du monde entier qui vont venir se former ici comment gérer. Alors là, c'est pas... Bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé fait de la prévention pour éviter que les pandémies ne se matérialisent, mais elle fait aussi de la formation des soignants pour qu'ils sachent comment gérer la pandémie lorsqu'elle se déclenche. On pourrait parler des questions d'immigration, qui, comme le nom l'indique, ont une dimension internationale évidente. Et si la France est aussi active, vous l'avez sans doute vu passer dans les journaux ou sur Internet, au Proche et au Moyen-Orient, au Liban, en Syrie, etc., c'est précisément parce que l'une des plus grandes vagues migratoires que, je dirais, notre continent a vécu ces dernières années, elle a eu lieu en 2015, et elle est venue de la fuite par les Syriennes et les Syriens de la guerre et des persécutions, ce qui a amené plus de 3 millions d'entre eux à aller en Turquie, plus d'1 million d'entre eux à venir chercher refuge en Europe, etc. Et donc sur les questions d'immigration, là encore, négliger la dimension internationale, c'est évidemment se mettre un doigt dans l'œil, puisque au fond, c'est là que c'est de l'international que proviennent une partie des difficultés, et c'est pourquoi les diplomates travaillent activement à essayer de remettre de la stabilité dans les régions qui, comme ça a été le cas en Syrie pendant longtemps, puisque la situation, on va sans doute y revenir, et c'est de nouveau compliqué ces derniers jours, qui a été pendant longtemps un foyer d'instabilité. Et puis, dernier élément, la question de la guerre et de la paix. Nous, vous avez grandi dans un pays en paix. Moi, j'ai grandi dans un pays en paix. Mon père a grandi dans un pays qui était en guerre. Et si j'ai grandi dans un pays en paix, c'est là encore, parce que par un travail continu, appliqué, méticuleux, les diplomates français et d'autres ont œuvré à créer des mécanismes qui empêchent la montée des périls. Et ce mécanisme, le mécanisme principal, vous le connaissez, vous l'étudiez, vous le disséquez en classe, c'est notamment l'Union européenne qui est née au Quai d'Orsay, il y a 75 ans. Il y a 75 ans, le 9 mai, vous savez que le 9 mai c'est la fête de l'Europe, eh bien, si on a décidé de fêter l'Europe le 9 mai dans tous les pays européens, c'est parce qu'un 9 mai 1950, au Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères, qui à l'époque s'appelait
Robert Schuman, a pris sur lui de faire une déclaration inédite, où il a dit « Je tends la main à l'Allemagne et je propose qu'avec l'Allemagne, on mette en commun nos ressources de charbon et d'acier », ce qui est l'équivalent de l'énergie et des données, si on voulait un équivalent pour les temps modernes. Cette déclaration, cette main tendue que l'Allemagne a saisie, a servi de socle ensuite à la construction de l'Union européenne. Et nous a permis donc de vivre en paix jusqu'à présent. Maintenant, on entre aussi dans un monde qui bouleverse beaucoup des certitudes et des habitudes qu'on a prises. Vous allez sans doute m'interroger sur cela, mais ce qu'on voit revenir, si l'on peut dire, c'est ce qui s'est produit avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la logique de la force brutale, qui a été écartée grâce à cette architecture qui s'est bâtie en Europe, qui s'est bâtie aussi au niveau international avec l'Organisation des Nations Unies, qui est partie d'un principe très simple. Le principe très simple, c'est « je respecte tes frontières, tu respectes mes frontières, et on est tranquille. Même si tu es plus fort que moi, tu respectes mes frontières, et tes frontières seront respectées. » Ce principe-là, qui n'a pas évité que des guerres puissent apparaître depuis la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr qu'il y a eu des conflits, y compris en Europe, dans les Balkans, dans ce qu'on appelle l'ex-Yougoslavie, mais a quand même garanti une forme d'organisation des relations entre les pays respectueuse des frontières et donc écartant au maximum la conflictualité. Bon, là on voit, quelle que soit la direction dans laquelle on tourne le regard, que ce principe de « je respecte tes frontières, tu respectes les miennes » est foulé du pied, notamment par ceux qui se sentent plus forts que leurs voisins. C'est vrai de la Russie en Ukraine, ça a été vrai au Proche et au Moyen-Orient, en Israël, dans les territoires palestiniens, au Liban. C'est vrai ces derniers temps, peut-être l'avez-vous vu passer dans la région des Grands Lacs en Afrique, en République démocratique du Congo, où là encore, les frontières sont violées. Donc ce qu'on voit se dessiner, c'est un affaiblissement de cette règle de respect mutuel, et ça doit nous appeler à une réaction. C'est-à-dire que soit on abandonne l'idée que le respect des frontières est la bonne manière d'organiser les échanges entre nous, soit au contraire on continue de défendre cette idée parce qu'on continue de penser que c'est la seule valable pour éviter au monde des grands conflits comme ceux qu'on a connus au XXe siècle, et dans ce cas-là il faudra s'en donner les moyens. Deuxième élément qui change, c'est qu'on est rattrapé par des grandes puissances émergentes qui sur le plan industriel et technologique commencent, alors que nous l'Europe on a été pendant longtemps à l'avant-poste, commence à nous gagner de vitesse. Alors là, on pourrait dire, c'est pas grave, j'achèterai un téléphone chinois, j'achèterai une voiture, ou j'achèterai une voiture américaine, j'achèterai un téléphone chinois, etc. Mais vous voyez bien la limite du raisonnement. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, quand les objets les plus essentiels de notre vie quotidienne, je ne dis pas que le téléphone portable en est un, mais deviennent des produits qui sont fabriqués loin de chez nous, ça peut poser des difficultés. Et on l'a vu, ce risque apparaît pendant Covid, et pendant la guerre d'agression en Ukraine au début, puisqu'il y a des choses même très très simples, l'huile de tournesol, certains médicaments basiques qui ont fait défaut. Et là, vous vous dites, est-ce que c'est OK, quand je suis l'Europe, quand je suis la France, de me trouver dans une situation où je viens à manquer de choses aussi élémentaires que de l'huile de tournesol ou des médicaments, sans même parler des générations futures de téléphones portables ou d'automobiles. Le troisième élément, qui bouleverse nos habitudes et nos a priori, notre tranquillité, si je puis dire, c'est que la planète est en ébullition. J'y faisais référence tout à l'heure. Alors je sais qu'on n'est pas au bord de la Méditerranée, mais l'été dernier, vous savez que la Méditerranée a franchi un nouveau record, avec un pic de température à la surface de la Méditerranée à 29 degrés, le 15 août dernier. Ce n'est qu'un des multiples indicateurs, je parlais des inondations tout à l'heure, que l'on pense à Mayotte, que l'on pense aux incendies à Los Angeles, qui montrent que sans une action résolue d'une part pour lutter contre ces dérèglements et d'autre part pour préparer nos territoires, nos vies à leurs conséquences, on va payer un lourd tribut à tout ce qui est en train de se passer. Puis le quatrième bouleversement, je crois, auquel on ne pouvait pas s'attendre, ou nos parents ne pouvaient pas s'attendre, dirons-nous, c'est l'affaiblissement ou les tentatives d'affaiblissement de la démocratie. Vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé en Roumanie il n'y a pas très longtemps, avec une élection présidentielle qui a été annulée. Vous aviez peut-être entendu parler, j'en doute, parce que ça n'avait pas fait les gros titres à l'époque, il y a 1 an et demi, 2 ans,
d'une élection nationale en Slovaquie, pendant laquelle, vous savez, les élections, 48 heures avant, dans certains pays, dont la France et la Slovaquie, il n'y a plus de débats télévisuels, etc. Et là, pendant les 48 heures de la période dite de silence, un hypertrucage, donc une deepfake, a été propagée qui impliquait l'un des deux candidats dans un faux scandale. Et donc on voit que notre débat public, qui s'est installé pour partie sur les réseaux sociaux, est perturbé par des forces qui viennent un peu fragiliser la capacité qu'on a, comme citoyen, à être pleinement éclairé au moment de faire notre choix. Et donc face à tout ça, face à tous ces défis, on pourrait se dire à quoi bon, de toute façon, tout ce qu'on va faire au niveau national ou au niveau diplomatique, ça ne portera pas ses fruits. Ou au contraire, on peut se dire que tout n'est pas perdu. Et pour ça, il faut trouver la bonne recette. Et ça, c'est quelque chose que les Françaises et les Français doivent décider collectivement, ensemble, pour défendre un peu ces grands principes qui ont toujours été les nôtres. Il faudra sans doute être plus fort, et ça suppose un certain nombre d'efforts, y compris en matière de défense, pour être plus indépendant, pour être moins obligé de demander la permission aux uns et aux autres quand on a un avis à faire valoir. Et il faudra être plus diplomate, sans doute, pour que tout ce qui se joue à l'extérieur de nos frontières puisse être traité de la meilleure manière qui soit. Pour être plus diplomate, il nous faut plus de diplomates, et je finirai là-dessus, même si j'aurais pu garder ça pour la conclusion. Le ministère des Affaires étrangères voit en vous de futurs potentiels. Et comme vous le savez peut-être, le ministère recrute des futurs diplomates avec des... Alors vous n'en êtes pas tout à fait là, peut-être pas vous n'êtes pas tout à fait prêt encore à répondre à des candidatures pour des offres d'emploi au ministère, mais il y a 1 millier de stages qui sont proposés chaque année, 400 entre Paris et Nantes, 600 dans le réseau diplomatique. Nous avons 2 initiatives en direction des lycéens, donc vous pouvez vous saisir, peut-être certains d'entre vous y ont participé déjà. C'est le concours des jeunes ambassadrices et jeunes ambassadeurs, qui est un concours d'éloquence. Est-ce que certains d'entre vous y ont participé? Bravo. Et puis on a une académie diplomatique d'été, auquel vous pouvez participer. 150 lycéens chaque année qui passent une partie de leur été avec nous, parce qu'ils s'intéressent aux affaires internationales et parce qu'ils veulent en découvrir un peu le dessous des cartes. Donc n'hésitez pas à vous saisir de toutes ces opportunités, parce que nous avons besoin pour l'avenir d'une génération de diplomates chevronnés. Maintenant, je suis à votre disposition pour écouter vos suggestions et vos questions éventuelles. Bonjour Monsieur le Ministre. Moi je m'appelle Marius Carlier, je suis un élève de terminale en BFI et membre du conseil d'administration. Vous l'avez dit aussi, beaucoup d'élèves ici sont passionnés par la géopolitique et beaucoup même veulent en faire leur carrière. Pourtant, on remarque que de plus en plus de figures politiques accèdent au pouvoir sans formation spécifique. C'est le cas par exemple d'anciens magnats de l'immobilier comme M. Trump, d'anciens acteurs à l'image de M. Zelensky. Cette évolution, selon vous, représente-t-elle un risque pour la démocratie ou au contraire un moyen de moderniser en brisant l'élitisme politique? Merci. Alors, il n'y a aucun prérequis pour devenir, s'il y en a, mais de nationalité ou autre, mais il n'y a aucun prérequis pour devenir président de l'Ukraine, président des États-Unis, président de la République ou ministre des Affaires étrangères. L'engagement politique ne dépend pas de vos diplômes, il dépend de votre cœur, de vos convictions et de votre envie de vous engager pour faire bouger les lignes. Donc je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas réussir son bac, bien au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut différencier dans l'action publique ce qui relève du rôle d'un directeur d'administration, d'un ambassadeur, etc., de ce qui relève d'un rôle plus politique, qui est celui qui est confié au ministre, même ensuite au Premier ministre, au président de la République. Pour ma part, je ne suis pas diplomate de formation. Je suis économiste de formation. Et vous voyez, je suis arrivé à la tête de ce ministère, pas parce que j'étais économiste ou que j'étais diplomate, etc., mais pour y conduire une politique. Et la politique qui est celle que nous menons au ministère des Affaires étrangères, elle repose sur 3,
je dirais, objectifs. Le premier, c'est de préserver, de cultiver la voix singulière de la France, ce qui fait que notre voix est entendue un peu partout dans le monde, redoutée parfois. C'est de cultiver la créativité de notre diplomatie, celle qui nous a conduit, je vous ai donné 2 exemples historiques ou 3 tout à l'heure, dans des moments critiques de notre histoire, pour la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, pour les accords de Paris, à faire des choses que d'autres n'auraient pas su imaginer si ça n'avait pas été nous qui étions là pour le faire. Et puis de tourner toujours plus le ministère vers les Français, la diplomatie au service des Français, parce qu'au fond, on ne fait pas ça pour la beauté du geste, on fait ça pour défendre l'intérêt de la France et des Français, et la vision du monde à laquelle nous croyons et qui est fondée sur la justice et sur le droit. Et donc pas de prérequis académiques, rassurez-vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Moira Ménil, je suis élève en BFI, en terminale et également membre du conseil d'administration. J'aimerais enchaîner avec une question qui résonne avec l'actualité et plus particulièrement avec la journée du 8 mars, dédiée à la lutte internationale pour les droits des femmes. Donc, au vu des fortes disparités mondiales en matière de droits des femmes et des minorités, quelles sont les mesures que la diplomatie française met en place afin de garantir et d'établir ces droits dans le monde? Merci pour cette question très à propos, puisqu'on a célébré samedi dernier, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Alors au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on l'a célébré le 7 mars, puisque c'était un vendredi, et ça nous a permis de rassembler plus de monde, et de réaffirmer les raisons pour lesquelles nous faisons la promotion d'une diplomatie féministe. Qu'est-ce qu'on entend par diplomatie féministe? Eh bien, d'abord, c'est la défense des droits des femmes françaises établies à l'étranger. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est française et qu'on est victime de violences, quelles qu'elles soient, à l'étranger, c'est parfois, souvent, beaucoup plus difficile que lorsqu'on est victime de violences sur le territoire national, d'être protégé et de faire valoir ses droits. C'est pourquoi, avec le réseau des consulats, avec la direction responsable des Français de l'étranger du ministère, nous avons déployé un effort conséquent pour être beaucoup plus réactifs qu'on ne l'était auparavant lorsque nos compatriotes, nos concitoyennes sont victimes de ces violences à l'étranger. Donc ça, c'est le premier objectif de la diplomatie féministe. Le deuxième, c'est de défendre les droits des femmes étrangères à l'étranger. C'est-à-dire défendre la cause des femmes. Si nous le faisons, c'est aussi parce que nous savons que les atteintes portées aux droits des femmes précèdent souvent bien d'autres atteintes aux libertés et aux droits fondamentaux. Et la France défend les droits de l'homme, les droits des femmes, partout dans le monde et en toutes circonstances, et s'applique en particulier à défendre les droits des femmes dans un moment où on les voit reculer dans certains pays. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? On est le premier contributeur, la France est première contributrice au Fonds mondial de soutien aux organisations féministes, qui soutient les ONG qui, aux côtés des femmes victimes de violences ou de violations de leurs droits, les accompagnent. La France, avec les Pays-Bas, a porté la première résolution, la première loi aux Nations Unies dénonçant les violences que subissent les femmes partout dans le monde sous toutes leurs formes. Voilà quelques exemples très concrets de ce que nous avons fait dans la défense des droits des femmes à l'étranger. Puis la troisième dimension, donc les femmes françaises à l'étranger, les femmes étrangères à l'étranger. Puis la troisième dimension, bien sûr, c'est la promotion des femmes au sein du ministère. Donc là, on a conçu un programme qui s'appelle Tremplin, pour permettre aux femmes d'avoir toutes les opportunités qu'elles méritent dans leur carrière au sein du QRC. Et on veille à ce que dans toutes les nominations de ce qu'on appelle les primo-ambassadeurs, c'est-à-dire les premières nominations, quand les diplomates sont pour la première fois nommés ambassadeurs dans un pays ou ambassadrices, bien qu'on ait une parité 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc cette diplomatie féministe qui repose sur 3 piliers, nous allons la
la promouvoir dans le courant de l'année, puisque nous allons accueillir la 3e ou 4e conférence internationale de diplomatie féministe, l'idée étant d'entraîner d'autres pays à partir de l'exemple que nous avons su établir sur la même voie et la même trajectoire. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur le ministre. Donc je me présente, je m'appelle Léo Lesage, donc je suis un élève de terminale générale avec les spécialités SES et AGSP. Donc ma question est la suivante. Selon vous, les États entretiennent-ils de véritables relations d'amitié ou bien n'agissent-ils que par intérêt? Vous avez 3 heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léo. C'est un peu des deux. Je dirais que les peuples entretiennent entre eux une relation qui peut s'apparenter à de l'amitié. Partout où je me déplace dans le monde, je retrouve des Français, nos compatriotes, qui vivent sur place, qui développent une activité économique, éducative, culturelle, d'aide au développement, et qui ainsi, de la même manière que des étrangers sur le territoire national font la même chose ici, cultivent une forme de proximité entre nos deux peuples. Vous savez, on parle souvent de la santé de la relation franco-allemande. En fait, quand on s'interroge là-dessus, on s'interroge surtout sur je dirais, la relation entre nos gouvernements et leurs accords et désaccords ponctuels. Parce que si vous vous intéressez vraiment à la relation entre le peuple français et le peuple allemand, alors là, vous découvrez qu'il y a 1000 liens tissés par les comités de jumelage, les échanges universitaires, les entreprises, etc. Bref, des liens humains qui vivent leur vie indépendamment de la relation entre les gouvernements. Donc il y a entre les peuples des amitiés qui sont fortes, qui se nourrissent de l'histoire, du présent, mais aussi de l'avenir, qui se nourrissent aussi des moments, enfin je veux dire de la solidarité ou de la fraternité dans les moments de bascule. Et on parle en ce moment de la relation entre la France et les États-Unis. N'oublions pas que c'est à 19 ans que le jeune Lafayette a embarqué sur le navire de la Victoire pour aller porter ou prêter main forte aux révolutionnaires américains qui voulaient se libérer du joug britannique. Et que un siècle et demi plus tard, c'est à 19 ans que les soldats américains ont embarqué par centaines de milliers pour venir libérer la France. Au cri de Lafayette, nous voilà. Et on a commémoré la mémoire de ces soldats américains et de beaucoup d'autres qui ont donné leur vie pour que la France et l'Europe puissent être libres. Il y a ces moments-là d'histoire qui jalonnent un peu la relation entre les peuples. Il y a les relations quotidiennes que nous, les peuples, entre eux. Et puis ensuite, il y a les États et les gouvernements qui veillent, eux, à ce que les intérêts de chaque pays soient préservés. Et donc moi, ma mission, c'est moins, je dirais, de cultiver l'amitié avec les autres pays, même si j'ai de très bonnes relations avec mes collègues, je vous rassure, que de m'assurer qu'en toutes circonstances, les intérêts des Français et de la France sont bien défendus et promus. Voilà. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre, je me présente, je m'appelle Constance Guéchy, je suis en section binationale Bachy-Bac et j'ai pour spécialité mathématiques et physique-chimie. Intéressée par la diplomatie et l'impact des relations internationales, je souhaiterais comprendre le rôle du ministre des Affaires étrangères au quotidien et du coup à quoi ressemble une journée type dans ces fonctions et quels sont les principaux défis et enjeux que vous pouvez rencontrer dans votre journée. Merci pour cette question. Les journées défilent mais ne se ressemblent pas. Je dirais, leur organisation fluctue en fonction de l'actualité et des crises. Elles sont là aussi jalonnées par un certain nombre de rendez-vous de rendez-vous incontournables
au cours desquels je représente notre pays, les réunions du Conseil européen ou du Conseil des affaires étrangères, qui est une des formations du Conseil de l'Union européenne. Ça, c'est tous les mois, donc une fois par mois, un lundi. Je pars très tôt, à 5 heures du matin, à Bruxelles, pour retrouver les collègues des 26 autres pays de l'Union européenne, et qu'on s'accorde sur un certain nombre de points. Puis à la fin, on fait une déclaration commune qui fige nos positions. Et parfois, on décide, lorsqu'on est vraiment mécontent ou qu'on veut envoyer des signaux, on décide de prendre des décisions, voire même des sanctions contre certains pays. C'est ce qu'on a fait la dernière fois qu'on s'est réunis. Et la prochaine fois, c'est lundi prochain. Autre format, bon, les réunions à l'ONU, les réunions du G7, les réunions du G20. Ça, ce sont des rendez-vous qui sont incontournables. Ensuite, il y a les crises et puis l'actualité internationale qui vous pousse aux côtés du président de la République à vous déplacer. C'est ainsi qu'il y a 15 jours, jour pour jour et à l'heure près, j'étais avec le président de la République dans la Maison-Blanche avec le président Trump et son équipe. Ça, c'était un peu inattendu encore quelques jours auparavant. Et puis, lors de mes, je dirais, premiers mois dans les fonctions que j'exerce aujourd'hui, j'ai tenu justement à me déplacer sur tous les terrains de crise et de crise humanitaire. Parce que ce qui fait la singularité de la voix de la France, c'est qu'elle ne détourne le regard d'aucune crise, que la France considère que chaque vie est égale en dignité. C'est pourquoi je suis allé au Proche-Orient, en Ukraine, mais c'est aussi pour ça que je suis allé au Soudan, ou en tout cas à la frontière avec le Soudan, et puis plus récemment dans la région des Grands Lacs, c'est-à-dire République démocratique du Congo et Rwanda. Parce que la crise humanitaire la plus grave sur la planète aujourd'hui est au Soudan, et la deuxième est dans les Grands Lacs. Et puis je m'occupe aussi un peu de mon ministère, qui continue de se transformer pour être en permanence à la hauteur des défis qui sont les nôtres. Et ça suppose aussi un certain nombre de réunions internes, de décisions à prendre, etc. Donc, bonjour monsieur, je m'appelle Tiffan Gaudry, je suis en classe de terminale Bachibac avec la spécialité HGSP. Et donc, relié à l'actualité, je voulais vous demander quel serait le recours de la diplomatie française face à l'influence croissante de nouveaux acteurs comme Elon Musk dans la scène politique européenne, et si cette influence pouvait constituer une menace à la démocratie. Merci Titouan. Je le disais tout à l'heure, la démocratie européenne a des origines très anciennes. Ces origines anciennes, on les retrouve, je schématise et peut-être que vos enseignants me diraient que je suis trop approximatif, mais on les retrouve dans la Grèce antique. Et on se souvient comment ça fonctionnait. C'est le principe de l'agora, c'est-à-dire que les citoyens se retrouvent au même endroit, au même moment, partagent l'information disponible et tranchent par le vote les différends qui peuvent les opposer. C'est ça la démocratie. Alors on pense souvent que la démocratie c'est le vote plutôt que la dictature où c'est le dictateur qui commande. Mais cette autre dimension de l'agora est beaucoup trop souvent négligée. Cette autre dimension, c'est que certes les citoyens votent, ils ont le pouvoir, ils ont un homme, une voix, mais l'autre dimension, c'est qu'ils doivent être éclairés, ils doivent partager la même information. Si les citoyens ne sont pas éclairés, s'ils n'ont pas accès à la bonne information, vous pouvez leur donner le pouvoir de voter tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Et ça s'effondre. Et c'est remplacé par d'autres formes d'organisation politique qui sont beaucoup plus centralisées et beaucoup plus attentatoires aux libertés. Pourquoi je fais cette introduction ? Parce que quand Titouan interroge sur Elon Musk et sur les réseaux sociaux, vous voyez bien que ça ne nous enlève pas du tout le droit de voter, d'être sur les réseaux sociaux. On peut toujours aller, le jour des élections, se présenter dans l'isoloir, mettre son bulletin dans l'urne, et puis ensuite attendre les résultats. Mais ce que ça modifie considérablement, c'est notre capacité à être correctement éclairé et informé sur le monde dans lequel nous vivons et sur les décisions que nous devons trancher par le vote. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, ce qui se passe, d'abord, c'est qu'on est explosé dans des bulles
qui ne communiquent pas tellement les unes avec les autres. Je le dis d'expérience, hein, j'ai fait des campagnes électorales moi-même, d'accord, face à des candidats que je retrouvais, vous savez, sur les marchés où on distribue les tracts pendant les campagnes électorales. Donc je voyais la personne avec laquelle j'étais en concurrence face à moi, d'accord, mais je ne la voyais pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on était dans des bulles, dès lors qu'on entrait sur les réseaux sociaux, on était dans des bulles tellement hermétiques les unes aux autres, que même mon concurrent, mon adversaire, celui avec lequel je suis censé débattre, et avec lequel je débat sur le marché, parce qu'on arrive au même endroit au même moment, et bien sûr les réseaux sociaux, pas de débat possible, parce que jamais les algorithmes ne m'envoyaient les contenus qui concernaient ce concurrent, et jamais l'algorithme n'envoyait à ce concurrent les contenus qui me concernaient. Est-ce que vous voyez le problème apparaître? Et donc qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? En 2022, lorsque la France présidait le Conseil de l'Union européenne, comme c'est le cas tous les 6 mois, enfin ça change tous les 6 mois, pardon, la France le présidait à l'époque, on a pris une loi européenne qui s'appelle le règlement sur les services numériques et qui dit la chose suivante. On ne va peut-être pas imposer aux plateformes de réseaux sociaux la même discipline que les médias traditionnels. Vous avez là des représentants des grands médias français. Ils ont des directeurs de la publication, des directeurs de la rédaction. Si l'un des journalistes publie des fausses informations, le directeur de la publication peut se faire reprendre, voire sanctionner, voire poursuivre devant les tribunaux. Évidemment, ce n'est pas le cas d'Elon Musk, parce que sur les réseaux sociaux, jusqu'en 2022, on considérait que ce qui était mis sur les réseaux sociaux n'était pas de la responsabilité d'Elon Musk. Cette loi, elle dit, c'est vrai, c'est pas de sa responsabilité, parce que chacun publie des contenus sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même une responsabilité un peu d'éditorialisation de la part des responsables de plateformes, et donc on va leur demander de mettre tout en œuvre pour éviter que leur plateforme vienne perturber la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique. Et si il est avéré que, si des enquêtes montrent qu'ils n'ont pas fait ces efforts pour préserver la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique ou le débat public, alors la Commission européenne pourra prononcer à leur encontre des sanctions qui vont jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de ces entreprises, voire même dans certaines extrémités, lorsque les manquements n'auront pas été corrigés, jusqu'à une restriction d'accès à ces plateformes depuis l'Europe. Et donc maintenant, on attend que la Commission européenne, qui a lancé plein d'enquêtes depuis 2022, contre X, contre TikTok, contre Facebook aussi, contre Meta, publie les résultats de ces enquêtes et prononce les sanctions, de manière à ce que les gestionnaires, les patrons de ces grandes plateformes de réseaux sociaux partout dans le monde comprennent qu'on n'a pas fait ça pour rien et que ça ne compte pas pour du beurre, mais que ce sont des règles qui s'appliquent à tous. Et moi, je considère que, s'agissant de l'espace d'information dans lequel nous trouvons, c'est un fondement tellement essentiel de la démocratie qu'il ne faut en aucun cas transiger. Alors évidemment, certains d'entre eux vont chercher à faire fléchir l'Europe en disant « acceptez-nous, nous les réseaux sociaux, tels que nous sommes, avec les règles que nous nous donnons nous-mêmes ». Mais je crois qu'il faudra leur opposer une très forte résistance. Voilà. Bonjour Monsieur le Ministre, je me présente, je m'appelle Esteva Sumer, je suis étudiante lycéenne en section internationale américaine et je suis la spécialité HGSP. Tout d'abord, c'est un honneur de pouvoir vous poser cette question qui est la suivante. Monsieur le Ministre, avec le retour de Donald Trump au pouvoir, la relation franco-américaine est mise à l'épreuve sur plusieurs dossiers, notamment en matière de commerce, de défense et d'engagement international. Alors, comment la France aborde-t-elle cette nouvelle dynamique et comment adapte-t-elle sa coopération avec les États-Unis? Merci beaucoup. Bon, on y va par étapes. La première étape, lorsque sont brandies des menaces de droits de douane, notamment, c'est l'étape de la conviction. C'est ce que le président de la République a fait à Washington, où je l'accompagnais. C'est ce que nous faisons sur une base régulière. Je le fais avec mon collègue américain, qui s'appelle Marco Rubio.
c'est de rappeler que les États-Unis ont un besoin vital de l'Europe. Besoin vital, je viens de parler des réseaux sociaux, sans les 450 ou les plusieurs centaines de millions de détenteurs de smartphones et d'abonnés sur les réseaux sociaux des géants du numérique américain, ça serait beaucoup plus difficile pour eux d'être aussi prospères qu'ils le sont aujourd'hui. Besoin aussi de notre épargne. Aujourd'hui, chaque année, ce sont 300 milliards d'euros de l'épargne européenne qui vont aux États-Unis financer quoi? Bon, diverses choses, mais notamment le déficit public considérable des États-Unis. Besoin aussi de nos chercheurs, de nos talents qui peuplent les universités, les entreprises américaines. Moi, j'ai passé 5 ans aux États-Unis. Bon, je finis par rentrer en France. Et j'aurais pu faire partie de ces expatriés qui, dans les universités, je suis prof à la fac, qui contribuent à faire vivre les universités aux États-Unis. Et donc que l'Amérique, sans l'Europe, serait moins forte, moins sûre, moins prospère. Et que plutôt que d'entrer dans une guerre commerciale avec l'Union européenne, elle ferait mieux, l'Amérique, d'ouvrir de nouvelles coopérations, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous distinguent structurellement. Et qu'on est tellement entremêlés, on a des économies qui sont très entremêlées, on a beaucoup d'Européens qui vivent aux États-Unis et l'inverse, on a beaucoup à perdre à entrer dans une confrontation commerciale notamment. Deuxième étape, c'est celle de la conviction, mais qui s'applique aux États-Unis comme à d'autres, c'est celle de dissuader les atteintes portées à nos intérêts. Je le disais tout à l'heure, on est sorti de la période du doux commerce, où on considérait que les échanges commerciaux étaient libres et sans frottement partout dans le monde. Et on en a tiré les premières leçons. C'est-à-dire que depuis le premier mandat de Donald Trump, et considérant aussi ce qui se passe en Chine, l'Union européenne s'est dotée d'instruments nouveaux pour dissuader les atteintes à ses intérêts. Des instruments qui lui permettent de riposter lorsque tel ou tel secteur en Europe est, est atteint par des pratiques déloyales, soit de droits de douane excessifs, soit des régimes de subvention, comme ça a pu être le cas en Chine. Et c'est ainsi que la Commission a décidé il y a quelques mois d'appliquer des droits de douane sur des véhicules électriques chinois, considérant qu'ils bénéficiaient d'un avantage indu. Bon, tous ces instruments de dissuasion économique ont vocation non pas à manifester de l'agressivité vis-à-vis des autres régions du monde, mais à simplement signaler aux autres régions du monde que si elles devenaient agressives commercialement vis-à-vis de l'Europe, ça ne serait pas sans conséquence. Et puis le troisième niveau de réaction, après avoir fait la conviction et la dissuasion, c'est de contourner aussi les difficultés. Comment est-ce qu'on contourne les difficultés? On multiplie les partenariats et les relations avec d'autres pays. Et notamment les pays qui partagent avec nous la conviction qu'un ordre international fondé sur le droit est plus susceptible de nous garantir la paix durablement qu'un ordre international fondé sur la force brutale. Et donc on va poursuivre des efforts qui avaient déjà été engagés pour établir avec un certain nombre de pays, Brésil, l'Inde ou d'autres encore, des relations privilégiées pour que le commerce s'y développe, mais aussi pour qu'on puisse ainsi rapprocher nos positions et défendre en quelque sorte collectivement ou à plusieurs l'objectif qui est le nôtre de repousser la tentation de faire triompher en quelque sorte la force brutale sur le droit. Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Camille Terrien, je suis en terminale générale avec la spécialité AGGSP. Aux dernières élections législatives, certains partis ont proposé vouloir interdire l'accès à des postes sensibles aux personnes binationales. Vous êtes vous-même franco-suisse, comment vous positionnez-vous donc sur le sujet? Je suis tout à fait favorable avec cette idée. Je crois que pour certaines
fonctions extrêmement sensibles, des règles de protection particulière s'appliquent. Je crois que pour les fonctions politiques, comme celles que j'exerce aujourd'hui, en tout cas les postes de responsabilité politique, la question ne se pose pas. Et je crois qu'on peut très bien, je dirais, chérir sa patrie, c'est mon cas, sans que cette, je dirais, profonde adhésion au projet national ne soit incompatible avec d'autres appartenances. Et je ne parle pas que de l'appartenance à la communauté helvétique, je parle à d'autres appartenances, d'autres collectifs auxquels je me sens appartenir, par certains aspects. Par certains aspects, je me sens appartenir au collectif européen. Par d'autres, je me sens appartenir au collectif auvergnat, puisque c'est là où j'ai grandi, mais aussi, et maintenant, au collectif francilien, puisque c'est là où grandissent mes enfants et où se situe mon engagement politique. Donc il ne faut pas opposer les adhésions les unes aux autres. Elles sont au contraire complémentaires et elles se nourrissent les unes des autres. Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Lemar, je suis en section internationale américaine, je prépare le bac français international. Effectivement, j'ai participé au concours des jeunes ambassadeurs et ambassadrices proposé par le Centre des archives de Nantes en 2020 et 2021. Nous avons fini deuxième en 2020 avec mon groupe sur le sujet des relations américaines. Donc c'était le sujet de faire un discours pour remercier les Français, donc on se positionnait d'un point de vue américain pour remercier les Français d'être venus aux États-Unis et d'avoir aidé à gagner l'indépendance. Et donc ma question était en lien justement, on a vu notamment, enfin vous avez dit notamment que Nantes est un endroit où s'écrit l'avenir, mais c'est un endroit où c'est écrit aussi le passé et où l'on garde du coup, comme je l'ai dit, un bon nombre de documents qui reflètent le passé, donc avec les archives. Les archives diplomatiques sont une ressource précieuse pour comprendre l'histoire des relations internationales. Comment les ministères travaillent-ils à leur préservation et à leur valorisation auprès du grand public et des chercheurs? Et où en est-on dans le processus de numérisation Balèze les questions. Vous avez raison. Merci d'avoir participé à ce concours qui, de toute évidence, vous a permis de découvrir les archives du ministère sous toutes leurs formes. C'est une trentaine de kilomètres de linéaires d'archives qui sont conservés et valorisés ici. Et cette semaine Nantes diplomatique est justement consacrée à la valorisation. Donc il y aura exposition consacrée aux chiffres. Vous voyez ce que c'est le chiffre ? Non ? Le chiffre, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on entend par chiffre chez les diplomates ? Le chiffre, c'est la cryptographie, c'est ce qui permet de cacher les messages qu'on s'envoie les uns aux autres parce qu'ils sont très confidentiels. Et vous savez pourquoi on les cache ? Parce que l'ambassadeur, dans son poste, ou l'ambassadrice, il a plein de missions qui correspondent à celles du ministère, protéger les Français sur place, faire valoir les intérêts des Français, mais aussi informer le gouvernement, les autorités sur ce qui se passe. Et donc ce type d'informations recueillies par les ambassadeurs et transmises à Paris, elles le sont par des moyens très sécurisés. Sinon, ça serait un peu difficile pour les ambassadeurs d'exercer leur mission parce que les autorités sur place ne leur diraient rien. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une exposition sur le chiffre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine pour valoriser les archives? Je me tourne vers mon équipe. Non, il y a effectivement les archives qui remontent jusqu'au XVIe siècle, donc comment on arrive à conserver, de quelle manière on conserve. On a quand même 40 km d'autres archives qui viennent de nos postes consulaires, des archives en matière politique, en matière culturelle, en matière consulaire. Vous êtes à l'étranger, parfois vous avez des registres d'état civil, enfin des registres très très anciens. Petit passage personnel, j'étais au Paraguay, on avait des registres qui dataient de 1870. Et donc on retrouvait ça dans vos ambassades, et
l'idée, c'est de les envoyer donc à Nantes pour qu'elles soient vraiment conservées. Donc il y a vraiment tout un travail de ce côté-là. Et pour la numérisation, j'en saurai plus après avoir visité les archives tout à l'heure, donc je vous ferai une réponse un peu plus complète. Et donc vous avez gagné le concours? On a fini deuxième Bravo. du coup de l'Académie de Nantes avec mon groupe. Du coup, Yonis et Yona qui étaient dans mon collège avant. Il faut nous passer ces discours démontrant le rôle des Européens dans l'indépendance américaine. On les fera passer à la Maison Blanche. Derrière vous, monsieur. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Elliot Carré, élève en terminale BFI. Et vous avez parlé notamment de l'augmentation de la force brutale. Et dans l'actualité, on voit beaucoup une augmentation du hard power, que ce soit dans les conflits armés ou même dans les droits de douane. Dans quelle mesure la stratégie diplomatique du soft power évolue-t-elle en conséquence de cette montée du hard power? Alors, j'emploierais peut-être une nomenclature légèrement différente parce que le soft power ou l'influence est quelque chose qui peut être utile quoi qu'on fasse. Mais le diagnostic que je fais, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un choix collectif, un choix que doit faire la France, un choix que doit faire l'Europe. Je me doute un peu de ce qu'est l'inclinaison principale, mais enfin c'est un choix collectif à prendre. Soit nous décidons qu'à notre tour, nous nous autorisons à violer le droit international, ou que nous prenons acte du fait que le droit international est durablement affaibli et qu'il faut s'habituer à vivre avec des brutes, avec des pays qui se vivent comme des empires, c'est-à-dire qui ne se reconnaissent plus de frontières, et qui donc trahissent l'esprit qui a présidé à la création de l'ONU. Soit nous continuons de penser que le « je respecte ta frontière, tu respectes la mienne » est la meilleure construction possible d'un ordre international durablement. Et si nous optons pour la deuxième partie, c'est là où je reviens au soft power, il ne suffira pas simplement de le déclarer, il faudra créer les conditions pour qu'il puisse advenir. Et comment est-ce qu'on y parvient? Je vais vous donner un des exemples, un exemple de ce à quoi je travaille pour ma part. Aujourd'hui, si le droit international est violé dans beaucoup d'endroits, ainsi que le droit international humanitaire, c'est pourquoi? Eh bien, c'est notamment parce que l'ONU est perçue comme étant une institution trop faible, ou par certains trop illégitime, pour que ses prescriptions soient véritablement respectées. L'ONU, comme vous le savez, c'est l'Assemblée générale des 193 pays membres des Nations Unies, et puis c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est formé de 15 membres. 15 pays sont membres du Conseil de sécurité, dont 5 sont permanents, la France, le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis et la Chine. Les 10 autres tournent tous les ans. Tous les 2 ans, tous les ans. Tous les 2 ans. Le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale peuvent adopter des résolutions, des lois. Celles du Conseil de sécurité ont plus écrasent, si le cas échéant, celle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc une critique récurrente qui est faite au Conseil de sécurité, c'est qu'il n'est pas représentatif des forces en présence aujourd'hui à l'échelle internationale. Et donc nous plaidons, mais nous agissons aussi pour que ça puisse advenir, même si ce n'est pas facile, pour que d'autres membres permanents qui disposeraient de droit de veto, etc., puissent venir compléter le Conseil de sécurité. L'Inde, le Japon, l'Allemagne, le Brésil, et puis 2 pays africains. Et nous pensons que si ces 6 membres permanents venaient s'ajouter aux 5 membres existants,
ça donnerait aux décisions qui sont prises par le Conseil de sécurité beaucoup plus de poids. Et lorsque le Conseil de sécurité intime un pays de mettre fin à une agression ou à des exactions contre les civils, eh bien, si ce message était endossé par non seulement les 5 habituels, mais en plus les grands pays émergents, plus le Japon, plus l'Allemagne, et puis 2 pays africains, ça lui donnerait beaucoup plus de poids et de puissance. Donc autrement dit, pour résumer, il ne faut pas croire que le soft power, c'est-à-dire il ne faut pas croire qu'en déclarant que c'est pas bien de violer le droit international et d'exercer sa force brutale, pas croire que ça suffira à contenir la poussée des nouveaux empires ou de la force européenne. Il faut se donner les moyens de relégitimer, de renforcer les mécanismes de défense. Sinon, c'est sûr que ça finira par affaiblir durablement. Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Gauthier Lépine, je suis en section binationale IBAC en terminale. Vous avez parlé de la relation, de la santé entre France et Allemagne. Et moi, ma question sera plutôt sur les relations diplomatiques. Au vu des résultats des dernières élections législatives allemandes, dans quelle mesure pensez-vous que la montée de l'extrême droite en Allemagne pourrait constituer une menace pour le moteur franco-allemand? Merci. Merci Gauthier. Donc, tout à l'heure, quand je qualifiais la relation franco-allemande, je vous disais qu'il y avait une très forte proximité entre le peuple français et le peuple allemand. Je suis sûr que si on regarde autour d'ici, autour de Nantes, on ne compte pas le nombre de villes, de villages qui sont jumelés avec des villes et des villages allemands, le nombre de gens qui ont fait des études dans les deux sens, etc. Ensuite, il est clair qu'au plan gouvernemental, beaucoup de choses dépendent de la relation nouée entre ministre, président de la République et chancelier. D'ailleurs, le futur chancelier allemand est, a priori, beaucoup plus allant sur la coopération franco-allemande que ne l'était son prédécesseur, qui pourtant l'était par nature. Mais celui qui arrive a une culture beaucoup plus portée sur la relation franco-allemande. Donc il faut s'attendre à ce qu'on voit apparaître, ou en tout cas on voit redémarrer à court terme, ou démarrer fort, ce moteur franco-allemand qui a pu sembler à certains, en tout cas, peiner à la peine dans les années qui viennent de s'écouler. Ensuite, évidemment, pour la même raison, si vous avez l'émergence au pouvoir d'un côté ou de l'autre de partis politiques qui sont moins, je dirais, moins orientés vers la construction de l'Europe, parce que le moteur franco-allemand, il est indissociable de la perspective européenne de cette relation. Alors vous pouvez vous attendre effectivement à ce que les intérêts puissent un petit peu diverger. Parce que les intérêts ne sont pas naturellement alignés avec l'Allemagne. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se retrouve spontanément, j'allais dire presque les yeux fermés. Si on parle de droit international, par exemple, ou de droits des femmes, ou de condamnation des violations du droit international humanitaire, presque les yeux fermés, je suis sûr qu'avec ma collègue, pour l'instant c'est une femme qui est ministre des Affaires étrangères allemande, je suis à peu près sûr qu'on va être totalement d'accord. D'ailleurs, quand on est allé en Syrie, au début de l'année, on y est allé ensemble et on parlait à l'unisson, sans avoir presque même besoin de se coordonner. Il y a une forte proximité sur certains sujets. On pourrait dire aussi que sur les sujets numériques, même si c'est des sujets un peu nouveaux, la France et l'Allemagne ont des visions qui sont très proches et pas de difficultés particulières. Mais en revanche, sur les sujets de défense, où l'Allemagne s'est beaucoup reposée sur la protection implicite des États-Unis au sein de l'OTAN, sur les sujets énergétiques, lesquels l'Allemagne s'est beaucoup appuyée sur ses approvisionnements en provenance de la Russie, sur les sujets commerciaux, où l'Allemagne s'est beaucoup appuyée sur l'idée que le doux commerce allait perdurer et que, au fond, il fallait rester le plus ouvert possible, quoi que fassent nos partenaires. Sur ces trois sujets-là, je pense que la vraie question qui est posée n'est pas de savoir quelle est la couleur politique qui est en responsabilité, c'est de savoir si la France et l'Allemagne se rapprochent dans la période. Et on a le sentiment que c'est possible, puisque au moins sur le premier chapitre,
celui de la défense. Les premières déclarations du futur chancelier semblent témoigner d'une volonté de se rapprocher de ce qu'est la stratégie française. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Ministre, merci d'être là. J'avais une question pour vous. Je m'appelle Louane Chartier, je suis en BFI, section HGSP. Seriez-vous favorable à l'ouverture de relations diplomatiques avec des pays aujourd'hui fermés ou du moins très restreints d'accès, comme la Corée du Nord? Merci. Le réflexe naturel d'un diplomate, c'est que la première ligne de défense, c'est le dialogue et la diplomatie. La première ligne de défense des Français. Il ne faut pas, je dirais, systématiquement rompre le dialogue ou geler le dialogue. Mais enfin, il y a quand même des circonstances dans lesquelles le dialogue est difficile, voire impossible. Et c'est sans doute le cas avec la Corée du Nord, qui aujourd'hui menace très directement nos intérêts de sécurité, notre sécurité, du fait de sa participation active à l'effort de guerre russe en Ukraine, qui représente pour nous une menace existentielle. Dans ces circonstances, qui s'ajoute, j'aurais dû commencer par là, à une menace qui, elle, préexiste à la guerre d'agression russe en Ukraine, ce qu'on appelle la prolifération nucléaire, puisque la Corée du Nord fait partie de ces quelques pays dans le monde qui violent un accord qu'ils ont pourtant signé, qu'on appelle le traité de non-prolifération, en disant moi je suis contre le développement de nouvelles armes nucléaires, mais moi je suis quand même en train de le faire. Donc ça c'est un problème de sécurité majeur pour nous, auquel vient s'ajouter la participation de la Corée du Nord à la guerre d'agression russe en Ukraine. Et tout ça, ça ne facilite pas le dialogue. En revanche, évidemment, en gardant, je dirais, toutes les précautions de rigueur, on a réengagé un dialogue avec les autorités syriennes après la chute de Bachar al-Assad. C'était d'ailleurs très émouvant pour moi, parce que ce jour du 3 janvier, lorsqu'avec ma collègue allemande, on est allé rencontrer les autorités syriennes, j'en ai profité pour revenir, pour aller visiter le site de notre ambassade, qui avait été fermé 12 ans plus tôt, en 2012, au printemps 2012, donc 13 ans plus tôt en réalité, quand Bachar al-Assad réprimant la révolution syrienne dans le sang, la situation devenait intenable pour la sécurité de notre ambassadeur et de l'équipe sur place, et donc ils ont plié bagages à toute vitesse, et ils sont partis, et ils ont fermé. Et là, on réouvrait une ambassade 13 ans après. Il y avait encore les affaires sur le bureau de l'ambassadeur. Il y avait encore Nicolas Sarkozy comme président de la République de l'époque affiché dans le bureau de l'ambassadeur. Il y avait même une bouteille de champagne que l'ambassadeur avait dans son bureau, qui lui a été rendue. Je ne sais pas s'il l'a ouverte et qu'il l'a bu. Et c'était assez fort de rentrer dans ces lieux qui n'avaient pas été ouverts presque pendant 13 ans. Cependant que la résidence de l'ambassadeur, qui jouxte le bâtiment de l'ambassade, le bâtiment de travail, elle est dans un état déplorable. Parce que vous savez, vous laissez une maison pendant 13 ans d'affilée sans aucun entretien, il y a tout qui s'affaisse. Donc on rétablit le dialogue quand les circonstances le permettent. Bonjour, je me présente, je m'appelle Daniela, je suis en terminale en classe de Bachibac. Donc ma question est la suivante. Diriez-vous que la France est soumise à ce que l'on peut appeler la loi du plus fort, un terme qui a été davantage utilisé ces derniers temps, étant donné le contexte actuel américain et russe? Ce qui est sûr, c'est que la loi du plus fort risque de s'installer progressivement ici ou là. Même si nous voulons lui faire échec, comme je le disais tout à l'heure, parce que nous préférons, même si ça prendra une forme un peu différente sans doute, nous préférons imposer la règle du respect des frontières, de l'autodétermination du peuple,
On pense, on est même convaincu que c'est la seule manière d'éviter la guerre à répétition. Parce que les empires, en fait, ils repoussent leurs frontières jusqu'à ce qu'ils arrivent à la frontière de l'empire d'à côté, et puis là, ça frotte et ça fait la guerre. C'est vieux comme le monde, on l'a déjà vu 18 fois, donc il n'y a rien de nouveau. C'est pourquoi nous, instruits par notre histoire récente, et en particulier la Deuxième Guerre mondiale, qui a quand même déshonoré l'Europe, on veut éviter que ce genre de choses-là ne se reproduisent. Alors comment on réagit au moment où s'installe ici ou là la loi du plus fort? La première chose, c'est de se défendre. Se défendre. De créer les conditions pour n'être pas le plus faible. De ne pas être en position d'être une proie. Parce que c'est ça qui se passe dans la loi du plus fort. Dans la loi du plus fort, c'est le plus fort qui tente d'absorber ou de manger ou de porter atteinte au plus faible. Et c'est pourquoi vous avez entendu parler ces derniers temps, en France et en Europe, d'un relèvement du niveau de notre défense nationale et de la défense européenne. Pourquoi? Pas parce que tout d'un coup on serait pris par une aspiration impérialiste et qu'à notre tour nous irions chercher de nouvelles conquêtes et étendre notre sphère d'influence, non. Mais pour être perçu comme étant suffisamment fort pour dissuader tous ceux qui chercheraient à porter atteinte à nos intérêts de le faire. Donc la première étape, c'est ça, c'est d'être fort, d'être indépendant aussi, de n'avoir pas besoin des autres pour assurer notre propre sécurité, mais aussi pour pouvoir disposer de tout ce qui est essentiel à notre vie économique et sociale. Et puis ensuite, évidemment, une fois qu'on a on a établi notre force, notre indépendance, l'objectif, c'est de faire échec à cette logique de manière plus générale, en trouvant des alliés pour faire prévaloir le droit sur la force brutale. Mais la première étape, c'est quand même d'être fort. Et c'est tout l'enjeu de ce qui est en train de se passer en France et en Europe. Je crois que Jérémy souhaite vous soumettre une ultime question. Jérémy. Bonjour Monsieur le Premier ministre, je m'appelle Papa Jérémy. Je suis... Ah non, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je m'appelle Papa Jérémy, je suis en classe de terminale en spécialité AGSP et SES. Je vais vous poser une question sur des faits d'actualité, car en ce moment, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC continue de se détériorer, notamment avec l'avancée du M23 et l'implication présumée du Rwanda. La France a récemment proposé une solution à l'ONU pour accroître la pression sur Kigali. Mais concrètement, quelles mesures diplomatiques et humanitaires la France envisage-t-elle pour contribuer à la paix et pour soutenir la population affectée fortement par ce conflit? Merci Jérémy de soulever cette question, qui n'est quasiment jamais à la télévision. Donc je le disais tout à l'heure, la deuxième crise humanitaire la plus grave au monde se passe aujourd'hui dans une grande indifférence à l'est de la République démocratique du Congo. L'origine de cette crise, c'est un conflit entre les Tutsis de l'est du Congo, représentés, ou en tout cas dont les intérêts sont défendus avec beaucoup de force depuis longtemps par ce groupe rebelle, le M23, qui essaye par la force d'obtenir du gouvernement de la République démocratique du Congo qu'un certain nombre de droits soient reconnus aux Tutsis de l'est du pays. M23 qui est soutenu dans ses initiatives par le Rwanda depuis longtemps. Ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que 2 médiations ont été conduites sous l'égide de pays africains. Une première sous l'égide de l'Angola, le processus de Luanda, qui visait à faire en sorte que certains groupes rebelles opposés au M23 désarment, en même temps que les troupes rwandaises présentes en République démocratique du Congo désarmeraient. Ça, c'est le premier processus de médiation. Et le deuxième
qu'on appelle le processus de Nairobi, visait à ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo échange directement avec le groupe rebelle du M23. Le 15 décembre dernier devait avoir lieu un sommet avec les chefs d'État des deux pays concernés et puis des deux médiateurs pour mettre fin, pour s'accorder sur l'ensemble et mettre fin durablement aux hostilités. Le président du Rwanda ne s'est pas présenté à ce sommet. Et nous voilà 3 mois plus tard dans une situation dramatique puisque les médiations n'ayant pas abouti, le M23 a lancé une offensive très dure sur tout l'est de la République démocratique du Congo, soutenue par le Rwanda et qui s'étend bien au-delà de sa sphère d'influence actuelle, provoquant des victimes civiles très nombreuses et des déplacements de population massifs. Donc la France qui joue depuis longtemps même, un rôle de facilitateur dans le dialogue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo a été à l'initiative aux Nations Unies comme au sein de l'Union européenne de prise de position condamnant les offensives du M23, condamnant la présence en République démocratique du Congo de forces rwandaises et préparant la prise de sanctions éventuelles dès lors que le M23 ne cesserait pas son offensive et dès lors que le Rwanda ne cesserait pas de soutenir une telle offensive. La réalité, c'est qu'on espère que le processus de médiation va reprendre au plus vite pour que ce conflit, qui a déjà causé beaucoup trop de morts et de déplacements de population, puisse connaître une fin la plus rapide possible, mais qu'un travail soit rapidement engagé sur les causes profondes de ce conflit qui en fait n'est pas nouveau, puisqu'il agite la région depuis très longtemps, depuis les années 90. Merci à vous toutes et tous pour cet échange. Bon courage pour cette année importante pour vous qui préparez le bac, et vous avez entendu toutes les manières dont vous pouvez continuer à vous rapprocher du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. N'hésitez pas à vous en saisir. Au plaisir de vous retrouver à l'avenir, peut-être dans d'autres lieux, dans d'autres capacités. Bon courage à tous et tous. Merci.